de cette maladie. On va revenir sur des considérations plus terre à terre, sans mauvais jeu de mots, vu que j'accueille un agriculteur, qui va nous parler de ce parcours de reconnaissance de maladies professionnelles. Donc Armel Richomme, vous êtes agriculteur, vous avez été diagnostiqué en 2012, et depuis vous vous battez pour cette reconnaissance de votre lymphome en maladie professionnelle. Vous allez nous raconter ce parcours du combattant. Bonjour à tous. Pour moi, c'est une première de me retrouver là devant. Bon, je vais vous retracer mon parcours. Voilà, le vert, celui-là. Ah oui, pardon. En fait, c'est un vrai parcours du combattant. Les membres du collectif de soutien aux victimes des pesticides m'ont très fortement aidé à faire toutes ces diapos pour que je ne perde pas le fil de mon exposé. Ah oui, d'accord. Je vais peut-être faire... Voilà, si vous pouvez, comme ça, on voit tout le parcours d'un coup. Pour faire toute la page... Pour faire toute la page... La technologie et moi... Elle est un peu trop loin. Voilà, là je crois que vous avez toute la page. D'accord. Vous voulez que je reste avec vous? Bon, vous êtes sans doute arrivé dans le bas de la page avant moi. Je le connais par cœur. Hein. Vu qu'on m'a dit que j'avais que 10 minutes pour faire tout ça, je stresse un peu. On va revenir à la fin si vous avez des questions. En fait, la reconnaissance en maladie professionnelle, c'est pas tout à fait évident. Je remercie Anne de nous avoir adressé une copie du décret qui était sorti en juin 2015, stipulant que le lymphome Bagrad était reconnu en maladie professionnelle. C'est la 59e au niveau du registre agricole, sachant qu'il y a un autre code pour le régime général où il y a beaucoup plus de maladies professionnelles répertoriées. Et avec ce document-là, je me suis empressé d'aller voir mon médecin traitant et l'hématologue pour leur donner l'info. Ah oui, ça, je vais passer là-dessus. Oui, alors j'ai fait un premier certificat médical initial, c'était en 2012, il me semble, et le second en... Oui, bon, je vais me relire, alors... Oh, pardon. Ah, le bouton rouge, celui-là. Voilà, comme ça vous avez toute la... Pardon. Pas de souci. Oui, alors... Les 3 dernières lignes n'avaient plus lieu d'être ici. Finalement, quelles ont été les difficultés pour avoir cette reconnaissance? Oui, dans ce parcours, quelles ont été les difficultés? J'y arrive là. Pour être d'accord que la maladie, elle est inscrite au tableau au registre des maladies professionnelles, mais seulement il faut justifier d'un certain taux d'incapacité permanente et qui est en fait différent si l'on est salarié ou chef d'entreprise. Si on est à notre compte dans une exploitation agricole, horticulteur, pépiniériste ou autre, un taux d'IPP ne va pas avoir les mêmes conséquences dans ces 2 cas-là. Et ça, je ne sais pas pourquoi.
C'est tout le parcours avec les échanges avec les médecins pour qu'il y ait un certificat. La MSA demandait un certificat de consolidation, comme dit le... On a recopié le compte-rendu de l'hématologue, vu que je devais redonner tous ces comptes-rendus-là à la MSA pour qu'ils soient au courant de tout mon parcours. Alors, il faut suivre plusieurs étapes que chaque patient n'est pas au courant qu'il faut suivre. Et quand on a loupé une étape, on revient à la case précédente. Et puis, c'est un vrai parcours, un vrai labyrinthe dans ce parcours. Alors, le médecin traitant, le médecin conseil de la MSA m'a attribué un taux d'IPP de 20%. Bon, alors on ressort de là, on est à moitié content, à moitié satisfait, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Et en fait, si j'étais salarié agricole, ça donne accès à une rente, à une certaine considération, alors qu'en tant que chef exploitant, il faut être plus atteint, faut un taux minimum de 35%. Mais là, je prends sur le sujet de la personne qui va me suivre. On voit qu'en tout cas, c'est un parcours complexe, semé d'embûches administratives. Oui, et ce n'est pas fini. On conteste ce taux-là, et c'est grâce au collectif que ça me donne un peu plus la moelle, c'est le coup de le dire, pour me défendre. Pour nous défendre, parce que dans notre collectif où il y a quand même 230 adhérents, sur les 230, il y a 60 patients. Et à force de témoigner dans les lycées agricoles et puis dans tous les médias que l'on a à notre disposition, on a régulièrement 3 appels de patients par mois sur toute la Bretagne. Oui, je suis allé plus vite que la diapo. Ah, mais il n'y a pas de souci. Par rapport à ces produits chimiques, vous avez utilisé du glyphosate, justement? Oui, alors, je vais... Pas ah mince Oui, j'ai sauté une diapo. La MSA m'a demandé de remplir une enquête qui s'appelle Fit Attitude. Cette enquête, il m'a fallu 1 semaine pour la remplir. C'est-à-dire que j'ai été... Je peux revenir à la toute première page de mon parcours professionnel. Pendant les 18 premières années où j'étais agriculteur en conventionnel avec mes parents, j'utilisais des pesticides. Et donc, j'ai repris les 18 grands livres, les 18 exercices comptables, où j'ai repris toutes les factures d'achat de pesticides, que ce soit herbicides, fongicides, insecticides et autres. Vous savez tous ce que veut dire le suffixe « ide », qui tue, tout simplement. Bon, à petite dose, mais bon, quand ces pesticides-là sont bien ciblés, c'est OK. Mais moi, en fait, je me suis intoxiqué régulièrement à petite dose pendant 18 années. Et en fait, quand vous parlez du Roundup, c'est pas forcément le Roundup qui est mis en cause, parce qu'à chaque fois, on parle de la matière active, c'est le glyphosate. Et il faut savoir qu'il y a 50 produits,
je m'éloigne. Il y a 50 produits commerciaux en France qui contiennent du glyphosate, mais les excipients, les mouillants, et ceux-là sont beaucoup plus nocifs parfois que la matière active elle-même. De toute façon, on pourra revenir aussi sur les différents sujets pendant l'échange. Avant de passer la parole à la suite, j'ai envie de vous poser juste une question. À partir de quand, à un moment de votre diagnostic, vous vous êtes dit c'est lié à ma profession, c'est lié à tous les pesticides que j'ai utilisés? Ça vient tout de suite à l'esprit ou c'est on cherche à... Même qu'il y a 20 ans, on lisait quand même les notices sur les fonds des bidons. On avait quand même légèrement connaissance des effets négatifs de ces produits-là. Et comme j'étais dans le cheminement pour passer en bio, on apprend un peu en retard, mais il n'y a pas que la dose qui fait le poison, c'est l'accumulation. Et puis arrive un moment où, quand l'organisme il peut plus. Oui, pardon. Et avant la reconnaissance administrative, vous avez eu la reconnaissance des médecins, quand vous en avez parlé. Il y a eu, dans les échanges avec les professionnels de santé, il y a eu un accompagnement aussi de leur part. Le docteur Barrault, il nous a dit que de plus en plus de ses patients étaient agriculteurs. Et ben, il fait tout de suite la relation entre la pathologie et le milieu et la profession. Regardez les cancers de la prostate, il y en a de plus en plus aux Antilles françaises. Vous savez à cause de quoi? Vous allez nous le dire. La chlordécone, qui est le principal insecticide utilisé dans les bananeraies. Et les statistiques, moi je ne les ai pas, mais parmi vous, il y a sûrement des personnes qui les ont. Et on retrouve même cette chlordécone-là dans 30 cm de sol. Alors, c'est pour dire jusqu'où ça va. Merci beaucoup. On reviendra sur les différentes interventions. Merci Armel Richaud de ce partage. Je suis un peu confus. Oui, il n'y a pas de souci. C'est votre parcours, c'est la richesse de votre parcours. Docteur Boran Slama, vous allez maintenant nous poser un petit peu justement les bases de cette reconnaissance, comment ça marche, quels sont les critères, quelles sont toutes les démarches, et peut-être nous dire déjà aussi comment quand on reçoit un tel patient, est-ce qu'on reconnaît tout de suite cette dimension. Vous êtes chef du service d'oncohématologie du centre hospitalier d'Avignon. Vous avez beaucoup travaillé justement sur ces rapports entre pesticides et cancer du sang. Vous allez nous dire en 10 minutes justement pour tout ce qu'il y a à savoir sur ce parcours de reconnaissance de maladie professionnelle. Merci. Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. C'est un honneur de venir devant vous pour vous présenter, pour vous faire cette présentation. Alors 10 minutes, c'est vrai que c'est très très court, donc je vais essayer de passer quelques diapos rapidement. En tout cas, ce problème de maladie professionnelle est un véritable problème à l'échelle nationale, européenne, mondiale, puisque cela entretient l'invisibilité de ces patients. Et malheureusement, le cas qui nous a été présenté de M. Armel est un cas qui est relativement classique. Alors, deux définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie professionnelle? Un cancer professionnel. En France, une maladie est dite professionnelle lorsqu'elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, dans les conditions de son travail. Et un cancer est dit professionnel lorsqu'il est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un facteur cancérogène. On verra tout à l'heure la définition. Tout ceci est régi par le Code de la sécurité sociale.
Alors, quelques chiffres actualisés de 2016, issus du rapport INCA. Nouveaux cas de cancer, 355 000 par an. C'est la première cause de décès en France. Et la part estimée des cancers professionnels, et ça, on le voit dans pratiquement tous les rapports, c'est entre 4 à 8,5% des cancers. Cela représente malheureusement entre 13 et 30 000 nouveaux cas par an de cancers qui sont d'origine professionnelle, et très probablement ce chiffre est sous-estimé. Malheureusement, la déclaration et la reconnaissance en maladie professionnelle n'intervient que sur entre 1500 et 1800 cas de cancer. Et dans les 1804 cas de cancer qui ont été reconnus en maladie professionnelle, 90% ce sont les mésothéliums. Donc vous voyez que ce problème est très largement sous-estimé et rend complètement invisible ce type de patient. Alors juste, voilà, là, donc là c'est les facteurs de risque de l'apparition des cancers. On voit que l'exposition professionnelle c'est 4%. Et par rapport à l'ensemble des facteurs environnementaux extérieurs, l'activité professionnelle représente 4 à 8,5%. Alors, une enquête, c'est une enquête Summer, surveillance médicale des expositions aux risques professionnels, qui a été diligentée par la DARES et la Direction générale du travail. 2,2 millions de salariés sont exposés à au moins un produit chimique, cela représente quand même 10% de l'ensemble des salariés, et 1% des salariés sont exposés à plus de 2 produits cancérogènes, et le problème des polyexpositions est complètement occulté actuellement. Alors, les 5 secteurs industriels qui exposent la moitié des salariés, on les voit, ce sont surtout la construction, la métallurgie, le commerce et réparation automobile. Alors, une étude qui m'a paru extrêmement importante, c'est une étude européenne faite par l'ETUI, Institut syndical européen, qui a été présentée en 2017 sur le coût des cancers liés au travail dans l'Union européenne. Et on voit que ce coût est faramineux. Il représente entre 270 et 610 milliards d'euros par an, avec un pourcentage non négligeable du PIB. Et ce coût, cette somme représente aussi bien les coûts directs que les coûts indirects, les arrêts de travail. Et cela représente quand même plus de 100 000 décès par an en France, dans l'Union européenne. Alors, bien évidemment, la reconnaissance en maladie professionnelle répond à un certain nombre de critères. Et parmi ces critères, bien évidemment, la classification des facteurs de risque qui répond soit à la classification de la directive européenne, ou soit selon le CIRC que Xavier a présenté tout à l'heure. Et bien évidemment, cela classifie en fait un certain nombre d'agents en agents cancérogènes avérés, le groupe 1, probablement cancérogène groupe 2A, peut-être cancérogène pour l'homme 2B, et puis les groupes 3, 4 qui sont qui sont un peu à l'extérieur. Alors, quels sont les différents types de cancérogènes connus actuellement? Ça peut être soit des agents chimiques, notamment le contact avec un certain nombre de produits, l'amiante, la silice, le perchlorééthylène, utilisé notamment dans le pressing, des agents physiques avec le rayonnement ionisant, le radon qui est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium et qui est présent dans un certain nombre de régions, et notamment la région nantaise, artificielle, et puis les rayonnements non ionisants. Un point aussi qui a été confirmé, c'est le travail de nuit avec un surrisque de cancer du sein chez des infirmières et les hôtesses de l'air. Alors là, on voit ce tableau très rapidement. On voit que, par exemple, l'amiante entraîne un surrisque de cancer du poumon du mésothélium. Et là, ce listing de produits ont un risque soit suffisant, soit des preuves limitées sur l'apparition d'un certain nombre de cancers. Là, sur cette diapo, certains métiers qui exposent à un certain nombre de produits qui sont considérés comme cancérogènes, et notamment les agriculteurs et les viticulteurs exposés aux arsenics, aux organochlorés, etc.
Alors, quel est le nombre de cancers professionnels par organe? Alors ça, ce sont des chiffres qui sont issus de l'INVS en 2003, et on voit que 5 à 18% des leucémies peuvent être considérées comme leucémies d'origine professionnelle, avec une exposition à un certain nombre de produits, le benzène. Le cancer du poumon, 10 à 20%. Alors, que dit le plan cancer 3, 2014-2019 ? Il dit que cela représente quand même une priorité, un objectif, notamment l'objectif 12, prévenir les cancers liés au travail et à l'environnement, et notamment l'action 12.3 qui nous incombe, notamment nous les soignants, d'améliorer l'identification des cancers d'origine professionnelle pour justement permettre leur reconnaissance en maladie professionnelle, puisque le patient seul, ce sont des démarches extrêmement lourdes et très souvent, il abandonne au cours du parcours. Alors, un cancer, lorsqu'il est reconnu en maladie professionnelle, est-ce que ça a des avantages? Oui, c'est des avantages pour le patient, donc avec un accès à une prise en charge plus avantageuse au niveau médico-social, l'exonération du ticket modérateur, des indemnités plus importantes, pas de délai de carence, et puis bien évidemment la reconnaissance du préjudice avec des taux d'IP, les rentes pour les patients et les ayants droit, et puis le préjudice, la réparation du préjudice patrimonial lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue. Et pour les entreprises et surtout pour la société, pour les entreprises, c'est une meilleure prévention des risques professionnels, et pour la société, contribuer à la veille épidémiologique. Donc la reconnaissance en maladie professionnelle, c'est quelque chose qui doit être fait et qui doit être très bien fait. Alors le système de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est un système qui est là aussi régi par le Code de la sécurité sociale. Il y a deux types de régimes affiliés du salarié, le régime général et le régime agricole. Et dans chaque tableau, notamment dans le régime général, il y a à peu près 116 tableaux et le régime agricole 67 tableaux. Chaque tableau doit répondre à 3 conditions: la désignation de la pathologie, le délai de prise en charge, et le délai de prise en charge très souvent associé à la durée d'exposition au risque, et puis la liste des travaux. Alors, dans le régime agricole, concernant les hémopathies, il y a 2 tableaux, notamment le tableau 59, depuis juin 2015, où on reconnaît l'ensemble des lymphomes malins non hodgkiniens. Donc, en janvier 2016, sur 1 700 000 agriculteurs, aucun n'a été reconnu en maladie professionnelle. Et pour ce qui concerne les hémopathies provoquées par le benzène, c'est le tableau 19, et le benzène, on le voit dans de très nombreux produits. En janvier 2017, 3 uniquement patients étaient reconnus en maladie professionnelle sur 1 700 000 travailleurs. Ce qui démontre bien évidemment que ce problème est très largement sous-estimé. Dans le régime général, il y a là aussi 2 tableaux, notamment concernant les hémopathies, le 1,3-butadiène, qui est utilisé notamment dans la fabrication du caoutchouc, tableau 99, et puis un autre tableau, le tableau 4, dans le benzène. Alors, ces régimes sont différents. Par exemple, chez le lymphome malin non hodgkinien n'est reconnu uniquement que dans le régime agricole. Quelqu'un qui est affilié dans le régime général, le lymphome n'est pas reconnu en tant que maladie professionnelle. Alors, comment déclarer? C'est simple, la déclaration, mais c'est la croix et la bannière pour être reconnu. Donc, la déclaration est faite par le patient ou ses ayants droit, s'il décède. Et cette déclaration se fait notamment est déclarée au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie. Il nécessite 3 éléments. 2 éléments. Le certificat médical initial qui est fait par le médecin traitant ou le médecin spécialiste, et puis le formulaire d'enquête qui est rédigé par le patient. C'est le formulaire de maladie professionnelle qui est un formulaire assez indigeste. À partir de là, une enquête administrative est diligentée par la caisse, et puis la caisse doit répondre dans les 3 mois, plus ou moins 3 mois, lorsqu'il y a
une demande d'enquête complémentaire. Alors, très souvent dans le certificat médical, alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ce sont des pièges à éviter par le médecin, puisque une mauvaise réponse entraîne un refus automatique administratif. Donc, circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc, cela nécessite quand même une formation des médecins dans le remplissage de ce type de certificat médical. Alors, la déclaration, alors un petit schéma très rapidement. Donc, la déclaration maladie professionnelle passe soit à la CPAM, soit à la MSA. À partir de là, il y a une analyse du certificat. Soit l'affection est inscrite au tableau, notamment, et que les conditions sont remplies. À partir de là, une reconnaissance est faite, ce qui est extrêmement rare. Très souvent, soit les conditions du tableau ne sont pas remplies, notamment la durée d'exposition ou le délai de prise en charge, soit l'affection n'est pas inscrite au tableau, mais pour lequel le patient est décédé ou il y a une susceptibilité d'avoir un IPP supérieur à 25%. À partir de là, la demande est transférée au C2RMP et le C2RMP peut soit rejeter la reconnaissance en maladie professionnelle, soit effectivement confirmer cette reconnaissance. Et le C2RMP, c'est un couperet et il y a une inégalité territoriale. Alors, excusez-moi. Donc, le C2RMP, c'est le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a été créé en 1993, composé d'un certain nombre de médecins, hospitaliers, sécurité sociale et médecin inspecteur régional du travail. Et notamment au cours de ces délibérations, le C2RMP analyse les causes du rejet de la demande initiale. Alors, bien évidemment, difficultés en perspective. Alors, premièrement, et ça c'est très important, je tiens à le souligner, c'est le manque de formation des équipes soignantes. C'est vrai que dans nos études, la maladie professionnelle n'a pas fait l'objet de formations assez développées. Et il y a un certain nombre de médecins qui manquent de sensibilité dans ce domaine-là. Des erreurs à éviter dans le remplissage du certificat médical initial du médecin. Les parcours sont très complexes, les démarches administratives extrêmement lourdes pour le patient qui est très souvent dans un parcours de soins. Et il faut savoir que cela représente plus de 50% d'abandon de ces démarches. Et les tableaux, bien évidemment, sont relativement limités. Par conséquent, nous, dans notre région, on a mis en place un projet. C'est le projet FOP qui est actif depuis mars 2017, FOP pour parcours des hémopathies d'origine professionnelle dans le Vaucluse. Premièrement, on a essayé de répondre aux différentes problématiques, une formation spécifique des équipes soignantes. Et quand je dis équipe soignante, c'est médecins, infirmières, pour essayer d'identifier les patients susceptibles d'avoir une reconnaissance en maladie professionnelle. La mise en place d'une consultation du risque professionnel, parce que il n'y a pas mieux que les médecins du travail pour pouvoir constituer un dossier solide qui doit être présenté à la CPAM ou la MSA. Un point très important, c'est un accompagnement personnalisé du patient dans les démarches administratives, et notamment par une assistance sociale dédiée formée. Une convention avec la CPAM pour pouvoir améliorer ce dialogue entre les caisses et l'équipe soignante, et puis un soutien bien évidemment financier, ce qui nous a permis d'avoir plus de 35 patients qui ont bénéficié de ce parcours. Depuis janvier 2018, 6 nouveaux patients. Là, on voit les différents métiers pour lesquels il y a une suspicion de maladie d'origine professionnelle. Alors là, celui-là, ce sont les agriculteurs. Et 10 ont été reconnus de mars 2017 à janvier 2018. 23 dossiers qui sont en cours, 3 dossiers qui ont été passés au C2RMP.
Et on est resté un peu dans notre lancée et on essaie de constituer un groupe, c'est le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle dans le Vaucluse. C'est un groupe qui est pluriprofessionnel où il y a des chercheurs, sociologues, médecins, etc., et qui a pour but d'avoir une recherche-action, connaître, reconnaître et prévenir, avec reconstitution des parcours professionnels et résidentiels des patients, par une expertise pluridisciplinaire, le suivi des démarches de déclaration de maladie professionnelle, et puis une analyse spatio-temporelle des expositions. Je pense que j'ai terminé. Voilà, merci. Magnifique.